Et si la prochaine guerre mondiale ne se livrait plus dans les tranchées, mais dans nos téléphones? Imaginez un instant. Plus de bruit d'explosion, plus de colonnes de chars, plus de cris dans la nuit. Seulement le silence, la lumière bleutée des écrans et des lignes de code qui dansent, invisibles, sous la surface de nos vies. Cette idée dérange, elle bouscule, et pourtant, elle s'impose désormais comme l'un des scénarios les plus plausibles de notre époque. Les révolutions africaines, autrefois menées fusil à l'épaule, avancent aujourd'hui masquées, portées par la puissance de l'électricité, la créativité de l'informatique et la volonté farouche d'un continent de se réapproprier son destin. Elles se jouent loin des regards, dans l'ombre des serveurs et la chaleur des data centers, à la frontière du virtuel et du réel. Un homme cristallise ce bouleversement. Ibrahim Traoré. Ancien militaire devenu stratège du numérique, il serait à l'origine de la toute première armée numérique d'Afrique. Mais oubliez les images classiques. Pas de défilé sous le soleil, pas de médailles qui brillent, pas de drapeau flottant au vent. Cette armée infiltre, manipule, défend et attaque sans bruit. Elle ne conquiert aucun territoire au sens traditionnel. Elle s'empare de la ressource la plus précieuse du XXIe siècle, l'information. Cet homme, que l'on surnomme parfois le fantôme du Sahel, a fait trembler des puissances établies. Des salles de crise se réunissent à Washington, à Paris, à Pékin. Les analystes s'interrogent, les stratèges doutent, car le rapport de force, longtemps figé autour des armes et de la surveillance, bascule. Aujourd'hui, la véritable question n'est plus qui possède les armes, mais qui contrôle les données. Pour comprendre la portée de ce basculement, faisons un saut dans l'histoire. Rappelons-nous la Seconde Guerre mondiale, où la cryptographie, avec l'énigma allemande et son déchiffrement par Alan Turing et son équipe à Bletchley Park, a joué un rôle aussi décisif que les chars. Ou bien la guerre froide, où le renseignement et la guerre de l'information opposaient la CIA et le KGB dans une lutte silencieuse. Aujourd'hui, ces batailles sont transposées dans l'espace numérique, mais l'enjeu demeure le même. Qui détient la vérité, qui manipule les perceptions, qui décide du récit collectif? L'Afrique, longtemps spectatrice de l'histoire écrite par d'autres, invente désormais sa propre souveraineté par la maîtrise du code. Ignorer cette révolution silencieuse, c'est risquer bien plus qu'un simple retard technologique. C'est abandonner le contrôle de sa liberté, de ses données et de son avenir tout entier. Cette bataille invisible concerne chacun d'entre nous, des rues poussiéreuses de Ouagadougou au quartier branché du 10e arrondissement de Paris, des tours de New York au marché bruyant de Dakar. Mais comment tout cela a-t-il commencé et pourquoi maintenant ? Pour le comprendre, il faut plonger dans l'histoire secrète d'une révolution qui ne fait aucun bruit, mais qui pourrait tout bouleverser. Tout a commencé dans le silence, là où la lumière du réseau vacillait sans bruit. Peu de gens se souviennent de la nuit où, en 2024, des techniciens européens ont détecté une anomalie étrange dans les flux de données au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. Des ombres glissaient, indétectables, derrière le voile électronique des satellites. Pendant que la population dormait, des paquets d'informations se courbaient, disparaissaient, puis réapparaissaient ailleurs, comme si une main invisible jouait avec la géographie numérique du continent. Au début, les experts pensaient à une cyberattaque classique, peut-être russe ou chinoise, comme celle qui avait télévisé les élections américaines ou les infrastructures ukrainiennes. Mais en analysant ces signaux, une révélation surgit. Le code était hybride, ni occidental, ni vraiment local, mais un mélange unique. Les lignes de commande mêlaient en fait le français technique à des proverbes en bambara, des fragments de wolof, des bribes de mouré, fusionnés dans une logique algorithmique implacable. Aucun manuel occidental ne pouvait expliquer cette architecture. Elle était née là, sur ce sol, conçue pour se dérober aux regards extérieurs et défier toute analyse classique. Ce code ne flottait pas sans racines. Il s'appuyait sur des infrastructures abandonnées par les multinationales, notamment des centres de données désertés par les compagnies minières européennes. Autrefois, ces lieux servaient à stocker les plans d'extraction, les relevés géologiques et les profits. Désormais, des ingénieurs africains les réinvestissaient, rallumaient la fibre, remettaient les serveurs en marche. Dans ces silos oubliés, une énergie nouvelle parcourait les câblages poussiéreux, transformant des ruines industrielles en forteresses numériques. Au fil de la renaissance de l'infrastructure, un recrutement discret s'opérait. Jeunes codeurs, formés dans les universités, autodidactes passionnés, hackers de génie, tous étaient approchés. Un réseau invisible se tissait, le réseau de souveraineté africaine ou RSA. Pas d'armes, pas de casques, mais des mains sur les claviers, des esprits tendus vers l'urgence de reconquérir l'avenir numérique. Les familles sains de ces jeunes voyaient parfois leurs enfants disparaître des réseaux sociaux, mais recevaient en chaque mois une allocation,
signe d'un engagement secret. Les premiers actes du RSA n'ont pas laissé de traces sanglantes, mais l'impact fut immédiat. Des satellites occidentaux s'égaraient, des communications officielles se brouillaient, des images s'effaçaient, des bases de données internationales. Pas d'attaque frontale, pas de sabotage spectaculaire, seulement des signaux brouillés, des systèmes déréglés et un malaise grandissant dans les cercles de pouvoir occidentaux. Un peu comme lors de la fameuse attaque Stuxnet contre l'Iran, où un simple code informatique avait paralysé des centrifugeuses nucléaires, mais cette fois, la cible était l'ordre informationnel mondial. Ignorer ce phénomène serait négliger la résilience et l'innovation du continent africain. Ici, la souveraineté se redéfinit. Le code devient l'arme, la frontière et l'enjeu d'une bataille silencieuse avec une portée potentiellement plus vaste que les soulèvements du passé. Mais qui dirige vraiment cette révolution souterraine ? Derrière le mouvement, un nom commence à circuler, insaisissable, porteur d'un nouveau récit africain. Traoré, dont le parcours rappelle celui de figures historiques comme Che Guevara ou Nelson Mandela, mais transposé à l'ère numérique. Là où ses leaders utilisaient la guérilla ou la diplomatie, Traoré manie le réseau, la cryptographie et la culture hacker. Lorsque l'invisible devient la plus redoutable menace pour les empires, tout change. Dans les replis du Sahel, une armée sans visage prend forme. Pas une force d'attaque, mais un rempart forgé pour défendre, protéger les territoires, les consciences et les données africaines. Leur arsenal n'est pas fait de canons ou de blindés, mais de savoir et de lignes de code. Leur stratégie s'inspire à la fois des traditions de résistance locale et des plus récentes innovations en cybersécurité. Les superpuissances, jadis maîtresses de la surveillance et du contrôle, chancellent. Impossible de remonter la trace de ces opérations, d'identifier ces architectes de la défense numérique. À chaque tentative d'intrusion, elles se heurtent à un mur invisible et leur frustration enfle dans le silence glacé que laissent ces échecs. Les grandes agences, de la NSA à l'ANSSI, multiplient les rapports d'alerte. La doctrine de Traoré impose l'exigence, la connaissance comme bouclier, le silence comme épée. Aucun mot superflu, aucune empreinte négligée. Les membres de l'armée fantôme refusent à la lumière. Ils savent qu'à la moindre faille, tout ce qu'ils ont bâti dans l'ombre pourrait s'effondrer. Le moindre signalement, la plus petite erreur d'identification pourrait exposer des réseaux entiers à la riposte occidentale. Mais au-delà des hackers cachés, un peuple s'éveille. Pour la jeunesse, cette souveraineté numérique devient source d'une fierté nouvelle. On ne subit plus les technologies venues d'ailleurs, on les façonne, on les détourne, on les transforme en instruments d'émancipation collective. Des ateliers de formation surgissent dans les quartiers populaires, des hackathons rassemblent des centaines de jeunes, des concours de cybersécurité sont organisés dans les universités. Face aux sanctions, à la désinformation, à l'isolement imposé par l'extérieur, la résistance s'organise. Des réseaux de citoyens apprennent à reconnaître les fake news, des comités de vigilance scrutent les campagnes de manipulation, des campagnes de sensibilisation sont écrites dans les langues des quartiers et des villages. L'Afrique invente sa propre cybersécurité, loin des modèles imposés, fondés sur la solidarité et l'ingéniosité locale. On partage des guides pratiques sur WhatsApp, on organise des réunions dans les maisons de quartier, on crée des applications pour signaler les tentatives de phishing. Chaque jour, le risque est total, une erreur, une brèche, et l'édifice pourrait s'écrouler. Ce qui se joue ici dépasse la victoire ou la défaite technologique. C'est l'espoir d'un continent de saisir à nouveau ses richesses, ses récits, son avenir. En cela, la révolution numérique africaine rappelle les luttes pour l'indépendance du siècle dernier, mais avec des armes et des enjeux radicalement nouveaux. Et tandis que l'Empire s'épuise à vouloir percer le secret de cet adversaire invisible, l'Afrique affine ses défenses, apprend, s'unit. Les alliances se nouent entre pays, les échanges de bonnes pratiques circulent, des pactes de non-agression numérique sont discutés et de premiers traités régionaux émergent autour de la cyberdéfense commune. Mais une question demeure, suspendue, combien de temps ce fragile équilibre peut-il tenir ? L'ennemi, humilié, prépare sa riposte. Des scénarios d'attaque massive sont simulés, des équipes d'élite sont déployées, et l'idée d'une cyberguerre ouverte gagne du terrain dans certains cercles militaires occidentaux. Ce bras de fer rappelle les grandes confrontations de la guerre froide, mais avec des conséquences potentiellement bien plus immédiates et diffuses. À quoi ressemblerait un futur où l'Afrique ne subirait plus l'histoire, mais la réécrirait, ligne de code après ligne de code ? Imaginez, des lumières s'allument partout sur le continent, non dans des bases militaires, mais dans des centres de données africains. Une révolution silencieuse prend forme, le corridor numérique africain naît,
une infrastructure souveraine, indépendante des satellites occidentaux, où chaque bit circule sur des réseaux conçus, protégés et gouvernés par des mains africaines. On développe des câbles sous-marins propres, des clouds locaux et des réseaux de fibres optiques interconnectant les capitales du continent. Les conséquences économiques sont immédiates et vertigineuses. Les contrats historiques des multinationales occidentales s'effritent, à l'image de ce qui s'est passé lors de la nationalisation de l'industrie pétrolière au Venezuela ou en Iran. Face à cela, la riposte s'organise. Sanctions déguisées, lobbying agressif, cyberattaques de plus en plus sophistiquées. Mais cette fois, la dynamique a changé. Pour la première fois, l'Afrique prend le contrôle de ses flux, de ses ressources, de ses routes numériques et donc de son avenir. De nouveaux acteurs économiques émergent, des startups locales proposent des solutions adaptées et les profits restent sur le continent. Pourtant, cette révolution dépasse la simple technique. Une identité nouvelle émerge partout, tissant un sentiment d'appartenance à la fois nationale et continentale. La technologie devient le cœur de cette transformation. Dans les écoles rurales comme sur les campus urbains, la souveraineté numérique s'incarne au quotidien. Dossiers de santé protégés, agriculture connectée adaptée au climat, systèmes éducatifs décentralisés et personnalisés. Tout cela, bâti sur du code local, redéfinit la vie sur le continent. On invente des applications pour suivre la météo en Bambara, on crée des plateformes éducatives en Swahili, on met en place des systèmes de paiement mobile conçus par et pour les Africains. Mais ce rêve numérique porte aussi ses dangers. Le pouvoir de contrôler les réseaux attire. Tentation de l'autoritarisme, restrictions pour certains citoyens, surveillance accrue sous prétexte de sécurité. La frontière étant mince entre protection et exclusion. Des exemples historiques existent. En Chine, la Grande Muraille numérique a permis au régime d'imposer une censure stricte. En Russie, la surveillance de masse est devenue un outil de répression politique. L'Afrique doit apprendre de ces exemples pour éviter de tomber dans les mêmes pièges. Le défi est immense. Trouver l'équilibre fragile entre sécurité collective et liberté individuelle, sans jamais sacrifier l'ouverture au monde. Pour cela, il faut des garde-fous, des institutions indépendantes et une société civile active et vigilante. Des associations de défense des droits numériques émergent, des conférences publiques sont organisées, des chartes éthiques sont rédigées et débattues. Pourtant, l'espoir grandit. Pour la première fois, des enfants apprennent à coder dès leur plus jeune âge. Des chercheurs inventent des intelligences artificielles adaptées aux langues locales, capables de traduire instantanément entre le mouré, le peul ou le lingala. Des agriculteurs utilisent donc des applications conçues sur place pour anticiper la sécheresse ou optimiser les récoltes. Ici, la souveraineté numérique n'est plus un slogan. Elle transforme la vie, protège la dignité et ouvre des horizons que seuls les empires réservaient autrefois à leurs citoyens. Prenons l'exemple du Rwanda, où le gouvernement a investi massivement dans les infrastructures numériques depuis la fin des années 90. Aujourd'hui, des services de télémédecine relient les villages les plus isolés à des centres hospitaliers, les agriculteurs consultent les prix du marché en temps réel, et les jeunes créent des start-up qui exportent leur savoir-faire à l'international. L'histoire du Rwanda n'est qu'un début. Le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya suivent la même trajectoire, chacun selon ses propres conditions et traditions. Mais la numérisation accélère aussi les tensions. Des cyberattaques ciblent les infrastructures critiques, centrales électriques, réseaux de transport, systèmes bancaires. En 2022, le Nigeria a connu une série de pannes mystérieuses, attribuées à des groupes étrangers cherchant à déstabiliser le pays. La réponse a été rapide. Création d'une cyberpolice nationale, formation de spécialistes, campagne de sensibilisation massive. Les populations ont compris que la cybersécurité n'est plus un luxe, mais une condition de la souveraineté. Reste une question. L'Afrique choisira-t-elle l'autarcie ou l'ouverture? Le pouvoir accumulé ou le partage de la liberté numérique? À chaque carrefour, chaque décision pèse de tout son poids. Le monde observe, inquiet, parfois admiratif, face à ce moment où la périphérie devient centre et où l'histoire, enfin, s'écrit de l'intérieur. Le choix n'est pas simple, se protéger sans s'isoler, s'ouvrir sans se livrer, innover sans perdre son âme. Mais derrière cette avancée technologique, des tensions inédites montent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. Ibrahim Traoré, à la tête de cette cyberarmée, doit maintenant affronter l'épreuve décisive, garder le cap face aux menaces qui s'accumulent. Les divisions internes, les tentations de trahison, les pressions extérieures forment une toile complexe où chaque faux pas peut être fatal.
Dans cette ère numérique, la liberté n'est plus protégée par des murs, mais par des mots de passe. En Afrique, chaque ligne de code écrite maintenant trace le chemin de l'indépendance future. Pourtant, cette révolution ne peut s'appuyer uniquement sur la puissance des machines. Elle doit se nourrir d'une morale partagée et vivante. Sans valeur, la technologie n'est qu'un miroir froid et dangereux. La souveraineté numérique ne survivra que si elle repose sur des valeurs humaines essentielles: transparence, justice, compassion. Privée de cela, la technologie devient une arme froide, un mirage qui promet la liberté, mais peut forger de nouvelles chaînes. Ce danger est bien réel. L'histoire a montré que toute innovation, de l'imprimerie à la radio, peut être détournée à des fins de domination ou de manipulation. Imaginez un continent où la solidarité numérique supplante la rivalité, où l'on refuse que la surveillance ou la manipulation deviennent la règle. Pour cela, il faut bâtir des alliances africaines du numérique, et même un conseil de paix cybernétique, un espace capable de prévenir les conflits, protéger la dignité, et garantir que la technologie serve d'abord les peuples, jamais les prédateurs. Ce conseil pourrait s'inspirer de l'Union africaine, mais avec un mandat étendu à la régulation des réseaux, la protection des données et la médiation en cas de cyberconflit. Mais un autre défi est là: former la jeunesse. Pas seulement à manier un clavier ou à lire un algorithme, mais à cultiver une conscience morale face au pouvoir du numérique, car un code sans conscience peut devenir l'arme la plus silencieuse et la plus destructrice. Pour cela, l'éducation doit évoluer. Intégrer l'éthique numérique dès le primaire, encourager l'esprit critique, promouvoir la diversité linguistique et culturelle dans les programmes informatiques. C'est l'heure d'une révolution morale, pas seulement technique. Une révolution où l'information cesse d'être un butin à conquérir, mais devient un bien commun, un levier de progrès partagé, où chaque citoyen africain, quelle que soit sa langue ou son village, peut accéder à la vérité sans craindre la manipulation. Des plateformes indépendantes émergent, des médias citoyens s'organisent, des réseaux de fact-checking voient dans le jour, capables de contrecarrer les campagnes de désinformation. Ce combat ne regarde pas que les ingénieurs ou les chefs d'État. Il concerne chacune et chacun d'entre nous. Car défendre l'espace numérique en Afrique comme ailleurs, c'est défendre la dignité humaine. La technologie n'apporte le progrès que si elle élève l'humain et protège ses droits. Les exemples abondent. En Estonie, la démocratie numérique a permis d'impliquer chaque citoyen dans la gestion de la vie publique, mais au prix d'une vigilance constante contre les dérives. Si l'Afrique échoue à unir puissance technologique et conscience morale, elle risque de recréer les chaînes qu'elle cherche à briser. Dépendance, injustice, domination invisible. Mais si elle réussit, elle deviendra un phare, une lumière dans la nuit numérique du monde. Le destin d'un continent se joue là, dans la capacité à conjuguer innovation et humanité. Alors, que faire concrètement, individuellement, pour soutenir ce nouvel horizon ? Première étape, s'informer. Comprendre les enjeux de la cybersécurité, du stockage des données, des algorithmes, suivre des cours en ligne, participer à des ateliers, lire des articles spécialisés. Des plateformes comme Coursera, Open Classrooms ou encore des initiatives africaines telles que Africa Code Week offrent des ressources accessibles à tous. Deuxième étape, protéger ses données. Utiliser des mots de passe robustes, activer la double authentification, choisir des applications respectueuses de la vie privée. Sensibiliser ses proches, partager les bonnes pratiques, ne jamais négliger la sécurité de ses appareils. Troisième étape, soutenir les initiatives locales. Privilégier les réseaux sociaux africains, utiliser des solutions de paiement mobile développées localement, participer à des campagnes de financement pour les startups du continent. Plus l'écosystème numérique africain sera robuste, plus il pourra résister aux pressions extérieures. Quatrième étape, s'engager dans la société civile. Rejoindre des associations, participer à des débats publics, interpeller les décideurs sur la nécessité de législation protectrice et inclusive. Défendre un Internet libre, ouvert et sécurisé pour tous. Cinquième étape, former la jeunesse. Encourager l'apprentissage du code dès le plus jeune âge, sensibiliser aux enjeux éthiques, promouvoir la diversité dans le secteur numérique. Organiser des clubs de programmation, des concours d'innovation, des journées de découverte dans les écoles et les quartiers. Traoré lui-même va bientôt lancer un appel décisif révélant la prochaine étape de cette révolution numérique africaine. Mais avant cela, il faut comprendre que le destin numérique du continent ne se joue pas seulement dans les centres de données ou les bureaux gouvernementaux. Il se construit chaque jour dans les choix individuels et collectifs, dans la volonté de ne pas se résigner, dans le courage de participer et d'innover. Le temps n'est plus à l'observation.
Il est venu d'agir ensemble face à ce basculement silencieux qui redéfinit la souveraineté africaine. Rester spectateur, c'est choisir que d'autres écrivent l'histoire à notre place. Désormais, ce ne sont plus les chars ni les fusils qui décident du sort d'un peuple. Ce sont le code, la donnée et le réseau, les armes invisibles du XXIe siècle. Ce qui se joue en Afrique dépasse la prouesse technique. C'est une affirmation, celle d'un continent qui refuse d'abandonner ses richesses numériques à des mains étrangères. Chaque ligne de code écrite localement, chaque jeune formé, chaque serveur sécurisé devient un acte d'indépendance. Les exemples se multiplient, des systèmes de vote électroniques transparents, des bases de données médicales protégées, des plateformes éducatives accessibles dans toutes les langues. Mais rien n'est acquis. Si nous restons passifs, si nous considérons le numérique comme lointain ou abstrait, nous laissons s'installer des forces qui n'ont cure de la liberté ni de la dignité. Fermer les yeux, c'est livrer l'avenir aux plus offrants et céder la maîtrise de nos démocraties, de nos économies et de nos droits fondamentaux. L'histoire récente l'a montré, en laissant les géants américains ou chinois imposer leurs règles, nombre de pays ont perdu la maîtrise de leur espace public numérique. Refuser la résignation, c'est reconnaître que la souveraineté numérique conquise à Ouagadougou, Bamako ou Niamey éclaire bien au-delà du Sahel. Ce combat qui semble étranger est en réalité le miroir de nos propres enjeux. Qui détient le code? Qui protège nos données? Qui impose les règles du jeu dans ce monde tissé de réseaux? Il est vital de réfléchir. Mais il est surtout urgent de participer, chacun à son échelle, pour que cette dynamique ne soit pas un feu isolé. Car ce qui se décide aujourd'hui, dans le silence des data centers africains, ce sont les règles du monde de demain. La révolution numérique ignore les frontières. Elle attend celles et ceux qui auront le courage de la rejoindre. L'heure est venue de choisir. Être acteur de la révolution numérique africaine ou simple spectateur d'un monde qui change sans nous. Le futur s'écrit maintenant, ligne après ligne, bit après bit, par celles et ceux qui osent rêver d'un continent libre, juste et souverain. Ensemble, inventons ce futur.